Il a pris mon bébé, et il ne va pas me la rendre. Le numéro qui s'affiche sur le portable de Julien ne lui dit rien. Il préfère ne pas répondre et de toute façon, il se marie demain, il a autre chose à faire. Un SMS. Salut tapette, tu décroches? Puis un second. Réponds. C'est Franck. Julien avait deviné au premier message. Ben Le Pen. Cela fait 5 ans qu'ils se sont perdus de vue. Il rappelle. Ben Le Pen veut le féliciter pour son mariage avec Zézette. Il l'a appris par le témoin, Arnaud Clément, qu'il a aidé à déménager le samedi précédent. Julien sourit. Franck n'a pas changé. Il est resté ce mec avenant, rigolard, toujours le premier à aider et jamais le dernier pour faire la fête. Passe au vin d'honneur. Ben Le Pen accepte. Il ne lui a pas dit, parce que ces choses-là se gardent pour soi, mais au fond, il était un peu vexé de ne pas être invité. Le samedi 26 août 2017, à 17h39, Ben Le Pen arrive à bord de son Audi A3 à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Il connaît pas mal de monde, 23 ou 24 personnes, estime Julien. Ben Le Pen trempe ses lèvres dans un verre de rouge. Il se fait cette réflexion, que c'est vraiment du vin de mariage. Un vin sans grande qualité. Il en prend un deuxième. Certains amis de jeunesse, de ceux qui ne reviennent plus dans les parages que pour les fêtes familiales, haussent un sourcil. Ben Le Pen porte un bermuda blanc, un t-shirt bleu mal ajusté et des claquettes. Ce n'est pas tant la tenue vestimentaire après tout, il fait encore chaud à cette saison, et d'autres invités portent aussi des sandales. Ce sont les kilos en trop. Ils ont connu Ben Le Pen toujours apprêté, du genre beau gosse. Là, il a l'allure de quelqu'un qui se laisse aller. À moins que ce ne soit, comme il l'a affirmé à des copains au bar, parce que le mariage est une institution absurde. En 2017, Ben Le Pen est aussi connu pour autre chose. Au vin d'honneur, Arnaud Clément et Nelson, les témoins de Julien, lui demandent s'il a de la cocaïne. C'est de notoriété publique qu'il consomme cette substance, commente Nelson. Ben Le Pen répond par l'affirmative. Le repas va bientôt commencer. Julien propose à Ben Le Pen, entre autres amis, de revenir au moment du dessert. Entre-temps, Ben Le Pen se rend à un anniversaire. Dans ce coin où tout le monde connaît tout le monde, les occasions ne manquent pas. On passe chercher une bouteille de whisky au supermarché, on croise un copain, on l'invite. En arrivant, Ben Le Pen salue la personne fêtée. Il lui demande si elle est bien la maman de Eva astérisque. À la façon dont il prononce son prénom, la mère de Eva dessoule, de suite. Elle ne sait pas pourquoi. Cela ne lui plaît pas, qu'il se souvienne du prénom de sa petite. Ni qu'il lui dise qu'elle est jolie, gentille et polie. Il ne la connaît pas. De retour à la soirée de mariage, vers minuit et demi, Ben Le Pen se dirige vers Arnaud Clément et Nelson. Ils vont dans les toilettes de la salle des fêtes. Ben Le Pen prépare 3 lignes de coke sur son téléphone, une pour chacun. Puis il va s'asseoir à la table des mariés. Il allume l'écran de son téléphone pour avoir l'heure. Derrière lui, une petite fille brune à la pommade s'arrête. Ce sont tes chiens? Il répond que oui, lui demande si elle en a. Tandis que les convives font la fête, Ben Le Pen pense à sa petite amie Tata Chou. Ce mariage n'a rien d'exceptionnel. Et la cocaïne lui a juste piqué le nez. Il préférerait passer la soirée avec elle. En ce moment, leur couple part en cacahuète. Elle est folle amoureuse de lui, mais lui ne sait pas ce qu'il veut. Il n'a pas de travail, pas de réveil le matin. Son relevé de carrière à la caisse de retraite affiche vendangeur, électricien, cariste, vendeur, conducteur ambulancier, dresseur canin en auto-entreprise. Dès qu'il le peut, que son dos tire ou qu'il est fatigué, il se met en arrêt maladie. Le matin, il prend de la coke au petit déjeuner, 1 gramme tous les 2 jours. Ses copains le chambrent, ils le surnomment « Belle Vie », parce qu'il est tout le temps là, à proposer de boire un café ou d'aller au lac des Gbelettes, alors que travaillent et doivent s'occuper des enfants. Ça met Ben Le Pen en colère. Il n'a pas de belle ou de mauvaise vie, il n'a juste pas de vie. Il fait n'importe quoi. Son ex-compagne Céline est revenue et il accumule les rencontres sexuelles d'1 ou 2 soirs avec des hommes, des femmes, des couples. Sur le parking de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, Ben Le Pen fume une cigarette avec ses amis. À 1h38, il envoie un SMS à Tata Chou. Tu dors?
Elle ne lui répond pas. Ben Le Pen est en train de vomir. Julien demande à Arnaud Clément, son témoin, s'il a vu Ben Le Pen. Arnaud Clément secoue la tête. Le plus simple est de l'appeler. Il essaie par 3 fois, entre 3h15 et 3h18. Il tombe directement sur son répondeur. De ces vaines tentatives, Arnaud Clément ne se souviendra jamais. Il est pris, avec les autres, dans les recherches de la petite Brigitte. Tout le monde court dans tous les sens, de manière désorganisée. Se rappelle Nelson, l'autre témoin de Julien. Fifi se précipite dehors. Elle a enfin retrouvé l'homme au t-shirt bleu qui parlait de ses chiens avec sa fille Brigitte. Sur le parking, il s'allume une cigarette. Elle lui demande. « Vous avez pas vu ma fille ?» Ben Le Pen recrache la fumée de cigarette dans l'air de la nuit et répond. « Non. » Fifi lui trouve un air blasé. Elle se remet à chercher. Dans sa robe de mariée, Zézette arpente les pièces de la salle des fêtes. À son tour, elle croise Ben Le Pen. Il lui lance. « Mais c'est quelle gamine qu'on cherche ?» Zézette décrit Brigitte et sa petite robe blanche. Ça lui revient. « Ah oui, c'est celle avec qui j'ai parlé des chiens. » D'un coup, Ben Le Pen ne se sent pas bien. Il retrouve Arnaud Clément, lui demande de l'accompagner aux toilettes, et s'enferme dans une cabine. Arnaud Clément entend des bruits de vomissement. Cela le rend malade, alors il laisse Ben Le Pen à ses affaires. Il part là où il sera plus utile. À l'extérieur, les invités attendent. Fifi a contacté les gendarmes, il ne devrait pas tarder. Arnaud Clément prévient Julien, Ben Le Pen est en train de vomir aux toilettes. Julien trouve ça curieux. Il l'a vu juste avant, il allait bien. Quelques minutes plus tard, une Audi A3 sort par le portail de la salle des fêtes. Les amis de Julien le rassurent, Ben Le Pen a sûrement du shit dans sa voiture. Peut-être qu'il ne veut pas en rajouter une couche. Le véhicule bleu de la gendarmerie se gare sur le parking. Description de l'enfant. Nom des personnes présentes. À une gendarme, Julien donne le nom de Ben Le Pen. Il mentionne. C'est bizarre, avant que vous n'arriviez il est parti, ça ne lui ressemble pas. À la réflexion, cela ne lui ressemblait vraiment pas. Alors Julien explique à la gendarme, Ben Le Pen vit à Domessin, à 5 minutes de là. Il n'a pas l'adresse exacte, mais s'ils veulent il peut les accompagner pour leur montrer où il habite. Mais les gendarmes ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Relève Julien. Leur priorité est de recenser les invités du mariage. Ah, mais vous l'avez pas trouvé la petite. Le lendemain, ils se retrouvent tous à la mairie de Pont-de-Beauvoisin, côté Isère, pour être auditionnés par les gendarmes. Julien jette un œil autour de lui et se retourne vers le frère de son témoin. Il est où Ben Le Pen? Le frère du témoin attrape son téléphone. Il l'appelle. Franck, on t'attend, faut que tu viennes déposer. À l'autre bout du fil, Ben Le Pen est étonné. Ah, mais vous l'avez pas trouvé la petite. Quand il arrive, Daniel vient de terminer son audition. À 16h25, Ben Le Pen est entendu. Daniel va récupérer ses enfants pour rentrer chez eux, à Lyon. Heureusement, songe-t-il, sa femme les avait emmenés chez leur grand-père juste avant la soirée. Il regarde sa jauge d'essence. Il faut faire le plein. Daniel s'arrête au centre carrefour de Pont-de-Beauvoisin. Du côté de la station de lavage, il reconnaît la silhouette de Ben Le Pen, en train d'astiquer sa voiture, torse nu. Il le salue. Ben Le Pen demande à Daniel s'il n'aurait pas un truc à boire. Il crève de soif. Daniel sort une boisson sucrée de son coffre. Les heures suivantes, les invités les ont tous passés au téléphone. On essayait de se contacter pour savoir si quelqu'un savait quelque chose de plus qu'un autre, relate un cousin. C'est comme ça que Daniel a su. À la mairie, Ben Le Pen a affirmé aux gendarmes ne pas avoir parlé avec la petite Brigitte durant la soirée. Il l'a pourtant vue. En tentant de rejoindre la salle des fêtes, avant d'y renoncer à cause de ses crampes intestinales, Daniel a vu Brigitte suivre Ben Le Pen, et entendu l'homme dire à la petite, « Toi tu passes par là, moi je passe par là-bas », en désignant respectivement l'entrée principale, pour elle, et la porte du DJ où se trouvaient tous les câbles électriques, pour lui. Daniel sent la culpabilité l'envahir. Ben Le Pen est un ami. Il ne veut pas le mettre dans l'embarras. Mais tout de même, pourquoi avait-il son Audi à 3 moins de 15 heures après la disparition de Brigitte? Pourquoi est-il le seul à ne pas demander de nouvelles à Julien et Zézette?
Le lundi 28 août 2017, Daniel demande donc à être entendu. Il raconte tout ça, la petite suivant Ben Lepen à l'intérieur, Ben Lepen lui indiquant par quel chemin passer, et la station de lavage. Il ne le sait pas encore, mais Ben Lepen est déjà dans le viseur des enquêteurs. Depuis la diffusion de la photo de Brigitte dans les médias, ils reçoivent des renseignements de la France entière, le début d'une longue série de lettres, de mails, de messages de médiums. Ils sont obligés de les réceptionner, de les lister et de les garder. Mais ils ont déjà repéré plusieurs suspects potentiels. Parmi les personnes présentes sur la zone au moment de la disparition, ils se sont arrêtés sur un grand-oncle connu pour des faits sur mineurs, un homme qui sort de prison, et Ben Lepen. Ce dernier leur avait soutenu. S'il avait parlé à la petite Brigitte, il s'en serait souvenu. Il savait que c'était faux, car 3 témoins, dont sa mère Fifi, l'avaient vu et entendu parler avec l'enfant. Aucun ne l'avait vu, en revanche, participer aux recherches, alors qu'il maintenait l'avoir fait. Le marié lui-même avait réitéré sa surprise lors de son audition à la mairie. Ben Lepen était parti, sans s'annoncer, sans dire au revoir ni rien, peu avant l'arrivée des gendarmes. Pas de temps en ce moment, mais t'inquiète, quand les enquêteurs arrivent route du Genin, à Domessin, Ben Lepen nettoie encore sa voiture dans l'allée. Les Saint-Hubert, ces chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues, ont du mal à passer le portail. Les enquêteurs insistent un peu, ils veulent les faire renifler l'intérieur du véhicule. Les odeurs humaines s'estompent au bout de 72 heures. Si Brigitte de Arrojo y est entrée, ils le sauront. En ouvrant la portière de l'Audi A3, les effluves des produits de nettoyage prennent les gendarmes au nez. Les chiens ne peuvent rien faire. Leur flair est 200 fois plus puissant que l'odorat humain. Ils se mettent à vomir. Un vétérinaire doit les examiner. À 18 heures, ce lundi 28 août, Ben Lepen est à nouveau auditionné en qualité de témoin. Il explique. Il doit vendre sa voiture à un ami. Il est très méticuleux et souhaite la lui laisser dans un état irréprochable. Il l'a bien lavée à la station Carrefour pendant 30 minutes. Un médecin l'examine et le prend en photo. Son épaule gauche, sa main gauche, son genou et l'arrière de son mollet présentent des griffures. Ben Lepen admet qu'une petite fille a pu lui parler de ses chiens. Il ne sait pas s'il s'agissait de Brigitte. À la fin de son audition, il dit : « Je vous prie de croire que je n'ai rien à voir avec la disparition de la petite. » Le lendemain, on lui rend sa voiture. Il est libre. Après vérification, le numéro de téléphone que Ben Lepen a donné aux enquêteurs ne correspond pas à la ligne utilisée pendant le mariage. Ce soir-là, il avait un second téléphone. Sa ligne principale. Le 28 août, jour de son audition, il la résilie par Internet. Les enquêteurs pensent, Ben Lepen ne dit pas tout. Le surlendemain, il reçoit un message d'une jeune femme rencontrée sur Tinder quelques mois plus tôt. Elle a envie de le voir. Même si elle a bien conscience que leur relation n'est que physique, elle s'est attachée à lui. Il suffit qu'il lui écrive « dispo dans 1 heure » pour qu'elle prenne sa voiture et fasse le trajet depuis Lyon jusqu'à Pont-de-Beauvoisin, 85 bornes en pleine nuit. Dans son téléphone, elle l'a enregistré sous le nom de « Jordan », car c'est celui qu'il lui a donné. Ce 30 août 2017, elle lui propose une rencontre. Ben Lepen Jordan répond : « Pas de temps en ce moment, mais t'inquiète. » Patrice Cher, gendarme à la section de recherche de Grenoble, est chargé d'accompagner les parents de Brigitte de Arrojo. La pratique, c'est plutôt de cloisonner les informations, car la famille est souvent la première hypothèse, déclare-t-il. Mais vu la particularité des faits, les gendarmes ont préféré faire ainsi. Ils ne parviennent pas à tout contrôler. Le dossier connaît une médiatisation hors norme. Les journalistes font très bien leur travail de journaliste, ils arrivent à nouer des liens partout. Alors, Patrice Cher est chargé d'anticiper les sorties dans la presse. Le but n'est pas d'empêcher quoi que ce soit, ils n'en ont ni les moyens, ni le pouvoir. Mais ils peuvent faire en sorte que Fifi et Joachim de Arrojo apprennent les avancées de l'enquête de leur bouche plutôt que dans la presse. Par l'AFP, les gendarmes sont prévenus la veille de la publication des articles. Ainsi, le jeudi 31 août 2017, Patrice Cher appelle Fifi. Ben Lepen est placé en garde à vue. Quand on va dormir, on s'en veut. Les caméras de vidéosurveillance de la station de lavage Carrefour montrent bien Ben Lepen affairé au nettoyage de sa voiture.
Il n'y a pas passé 30 minutes comme il le prétendait, mais près de 2 heures de 17h23 à 19h16. L'exploitation de sa ligne téléphonique principale, celle utilisée lors de la soirée du mariage, montre quant à elle que son portable s'est éteint de 2h46 à 3h25. Puis à nouveau de 3h57, au moment de son départ de la salle des fêtes, jusqu'à 7h06. Quand les gendarmes arrivent chez lui pour procéder à son interpellation, ils lui demandent où est son bermuda blanc. Sur toutes les photos et vidéos du mariage, il apparaît vêtu d'un bermuda blanc, et non du pantacourt noir qu'il leur a dit avoir porté ce soir-là. Ben Le Pen est gêné. Il répond: J'ai vomi dessus, je suis rentré me changer et j'ai jeté mon bermuda dans la benne à ordures au bout de la rue. Le container a été vidé 2 jours auparavant, comme tous les mardis. Les enquêteurs pensent, Ben Le Pen ne se contente pas de mentir, il cache ses traces. Cette semaine-là, le gendarme Patrice Cher ne dort qu'une à 2 heures par nuit. Et quand on va dormir, on s'en veut, confie-t-il. Parce qu'il y a une petite qui est dans la nature, comme le souligne le procureur de la République Jean-Yves Coquillat, les enquêtes pour enlèvement, c'est le seul type d'enquête où un magistrat peut faire des erreurs avec des conséquences tragiques. L'affaire Marc Dutroux a durablement marqué les esprits. À l'époque, les gendarmes auraient pu sauver les 2 fillettes terrées dans la maison du principal suspect. Elles étaient encore en vie lors de la perquisition et ils sont passés à côté. Quand, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, le lieutenant-colonel Emmanuel Famohaï reçoit l'Audi A3, il comprend l'urgence. Son équipe et lui s'attellent à effectuer des prélèvements sur les sièges, les ceintures de sécurité, les poignées, les miroirs, le volant, et le tapis du coffre. En garde à vue, Ben Le Pen reconnaît pour le bermuda blanc, la cocaïne, et les griffures. Le bermuda a été changé parce qu'il l'avait taché. Si la ligne téléphonique montrait des déplacements, c'est parce qu'il était rentré chez sa mère et allé chercher de la cocaïne. Les griffures ont été faites pendant son jardinage. Les enquêteurs pensent, Ben Le Pen s'adapte à ce qu'on lui montre. Dans un dossier, il y a ce qu'on pense, et il y a ce qu'on trouve, signale le procureur Coquillat. Certes, Patachou, présente lors de l'interpellation de Ben Le Pen et entendu dans la foulée, a raconté aux enquêteurs avoir trouvé un jour sur le bureau de son petit ami un bout de papier avec le nom d'un site internet. Quand elle l'avait consulté, elle s'était aperçue qu'il s'agissait d'un site pédopornographique. Ben Le Pen s'était fâché, lui avait dit que c'était n'importe quoi, qu'elle était tarée. Les enquêteurs ne pensent pas que Patachou soit taré. Mais ils n'ont pas encore assez d'éléments. Et s'ils n'avaient pas assez d'éléments parce que Ben Le Pen n'avait rien fait, personne n'a envie de déférer un innocent. Et personne n'a envie de déférer quiconque sans preuves irréfutables. Ce serait risqué de voir tout un dossier s'écrouler. Alors, le procureur de la République prend une décision. Il ne prolongera pas la garde à vue. Après tout, ce n'est pas Ben Le Pen qui va les aider à avancer. Et les techniciens en identification criminelle de l'IRCGN ont besoin de davantage de temps pour analyser le siège passager et le coffre de sa voiture. Dans ce métier, il faut être à la fois stratège et tacticien. Pour le procureur, son motto est le même que le serment d'Hippocrate pour les médecins, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Brigitte de Arrojo est peut-être encore en vie, et il ne faut pas la mettre en péril si c'est le cas. De plus, s'il est dehors, il peut faire des choses plus intéressantes pour la suite de l'enquête, se dit le procureur Coquillat. Mais la photo de Ben Le Pen circule déjà sur toutes les chaînes d'information. Au même moment, Fifi et sa meilleure amie s'appellent. La conversation tourne en boucle. Au téléphone, Fifi n'arrête pas de répéter: Alice, c'est horrible. Alice, il me l'a prise. Il a pris mon bébé, et il ne va pas me le rendre. Astérisque, le prénom a été changé.